conférence va maintenant, Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce webinaire de l'Association des archivistes français. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Claire Larieux, la déléguée générale de l'AF. Quelques petites précisions avant que le webinaire ne commence. Donc il est enregistré comme vous venez de l'entendre, puisqu'on va ensuite le diffuser dans notre rubrique immédiate et sur notre chaîne YouTube. Donc si vous ne voulez pas apparaître sur les enregistrements, il faudra couper votre caméra. Par ailleurs, j'ai coupé d'office le micro de tout le monde pour faciliter le suivi pour tout à chacun et éviter les bruits parasites. Si vous souhaitez, à la fin de la réunion, ouvrir vos micros, il faudra en faire la demande sur le chat. Voilà, je vais laisser la parole à Edouard et Océane et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci Claire. Peut-être. Donc, on... c'est le deuxième round du webinaire, comme vous avez été très nombreux à vous connecter quand on a ouvert les inscriptions du premier. Donc moi, je suis Océane Valencia, je suis la vice-présidente à la normalisation et au partenariat du nouveau CA de l'AF. Et avec Edouard, que je vais laisser se présenter, on vous propose une introduction aux enjeux de l'intelligence artificielle et son utilisation dans les archives ce soir. Edouard, peut-être. Edouard, président de l'Association des archivistes français. Oui, Océane, à toi. Et voilà. Et du coup, en guise d'introduction, Claire, vous avez envoyé il y a à peu près une semaine un petit questionnaire de 4 questions pour savoir comment vous utilisiez l'IA générative ou pas. Et donc, en guise de résultat, les résultats sont assez tranchés. Est-ce que vous utilisez l'IA générative dans votre vie professionnelle? Eh bien, oui, à 40%, pour les 150 personnes qui ont répondu. Donc, on voit que ça commence à être bien utilisé par tous. Et donc, on vous a demandé un peu plus pourquoi. si vous utilisez de l'IA, pourquoi faire. Donc là, vous avez été 61 à nous répondre et nous mettre quelques commentaires. Donc avec Edouard, on vous a sélectionné quelques réponses qui nous semblaient un peu significatives, un peu ouvrir des questionnements pour ce webinaire aujourd'hui et la suite des travaux de l'association. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a quelquefois, pour être certain de la durée d'utilité administrative d'un document, de la formulation de contenu, donc mail, compte rendu, donc des choses qui sont utilisables par tout à chacun, pas spécifiques aux archivistes, la traduction, des résumés, appli de médiation aussi, ça peut-être quelque chose à creuser sous ce point-là. On voit aussi des utilisations pour tout ce qui est traitement de vrac numérique, enfin les archives numériques natives avec les arborescences bureautiques, des rapports d'audit, des scripts, des choses comme ça. Ce qu'avec Edouard on a vu aussi, c'est le côté trouver des textes réglementaires, corriger des textes orthographes, etc. Voilà, des choses qui sont peut-être un peu plus sur les compétences d'archiviste classique, si je peux dire ça comme ça. Est-ce qu'un archiviste est classique, c'est autre chose. Voilà, donc des usages très variés qui touchent les compétences assimilables à tout à chacun, les mails, etc., et des compétences métiers archivistes. Et on vous a posé également une seconde question, c'est est-ce que vous avez déjà pu échanger avec des usagers qui sont venus vers les archives après avoir fait des recherches grâce à l'IA? En majorité non, voilà. Mais nous avons eu 3 réponses, 3 personnes qui ont été confrontées à ce cas-là. Si on vous a posé la question, c'est parce qu'on voit dans la littérature, notamment d'autres métiers de l'information scientifique, technique, enfin, concrètement les bibliothèques, voilà, que ça se développe de plus en plus, qu'ils sont de plus en plus confrontés à des lecteurs en salle de lecture qui cherchent des
des références hallucinées. Et donc effectivement, dans les 3 réponses, il y a déjà quelqu'un parmi vous qui a été confronté à un lecteur qui cherchait des cotes fictives. Après, il y en a d'autres qui ont été confrontés à des lecteurs qui s'en servaient pour transcrire des documents anciens. Donc ça, c'est un autre usage assez intéressant. Et enfin, plus surprenant, mais tout aussi intéressant, des usagers qui avaient identifié les archives comme ressources documentaires grâce à l'IA. Donc, ce qui pose la question de la découvrabilité de nos contenus par ces outils. Voilà. Et donc, ce qu'on vous propose avec Edouard, c'est donc une présentation d'introduction à tous ces enjeux, de retour d'expérience par Edouard, avec un petit point à la fin sur quelques outils qui pourraient vous être utiles si besoin. Et enfin, de vous présenter en quelques mots le GT Intelligence Artificielle, qui est lancé à partir d'aujourd'hui. Et donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc toutes celles à laquelle on pourra répondre directement, on le fera. Et sinon, on essaiera d'en garder quelques-unes pour la fin, en fonction du temps qui nous restera. Voilà, Edouard. Merci Océane. Alors, bonjour à toutes et à toutes, à tous. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter un état des lieux de notre vision de l'IA et des archives, donc qui reflète un peu ce que nous, on en sait, ce qu'on a pu expérimenter, de notre connaissance des projets qui existent et des débats autour de l'IA. Donc, ça ne se veut absolument pas exhaustif. Je me garderai bien de dire que je suis un spécialiste de l'IA. Il y en a peut-être d'autres dans la salle qui sont bien plus spécialistes que moi. Mais voilà, c'est une introduction générale qui va nous permettre ensuite d'orienter nos débats au sein du groupe de travail. Alors pour commencer cette présentation, donc commencer par une petite introduction avant de présenter différents projets et de voir en quoi les archives et l'IA peuvent converger et de voir quelques questions un peu complémentaires et de vous présenter les outils qui sont à ce jour disponibles. Alors, tout d'abord, pour commencer, un petit rappel, un petit constat, c'est que l'IA aujourd'hui, elle est partout dans notre environnement. Hein. Aujourd'hui, dès qu'on ouvre n'importe quel logiciel, déjà sur notre PC, logiciel de traitement de texte, on nous propose des outils d'assistance d'IA. Là, je vous présente cette présentation à partir d'un éditeur PDF, il me propose éventuellement d'afficher un résumé grâce à l'IA. Voilà, quand je préparais tout à l'heure une présentation, il me proposait des mises en page grâce à l'IA. On a des suggestions qui nous sont faites dans nos différentes plateformes, les différentes plateformes qu'on utilise grâce à l'IA. Voilà, on en est aujourd'hui aux véhicules à conduite automatique qui ont été entraînés par l'IA. On a fait des entraînements sur les images grâce à l'IA. Bref, aujourd'hui, l'IA, elle est un peu partout et même si elle est aujourd'hui certainement dans le top, on va dire, des sujets d'actualité, c'est un sujet auquel on peut pas échapper et voilà, on en a beaucoup parlé ces dernières années. Alors, même si on en a beaucoup parlé ces dernières années, l'IA, c'est un sujet qui est tout sauf récent, puisque le terme intelligence artificielle, il a été inventé pour la première fois en 1956, donc ceci ne nous rajeunit pas. Et on peut faire remonter l'IA et les réflexions autour de l'IA à la fin des années 40 et au début des années 50 du XXe siècle, donc notamment avec le test d'Alan Turing, donc l'idée de savoir le jour où une machine pourra faire aussi bien, sinon mieux que l'homme, un comportement qui est à la base un comportement humain. Donc l'IA a une histoire qui aujourd'hui est septuagénaire au minimum, mais avec une histoire qui a été une histoire à éclipse, puisque on a eu donc à 2 reprises, donc dans les années 70 et à la fin des années 80, ce qu'on appelle 2 hivers de l'IA, c'est-à-dire des périodes où les perspectives qui avaient été identifiées ont été mises de côté, donc soit parce que il y avait des questions financières, soit parce qu'on était sur des mauvaises voies technologiques, soit parce qu'on n'avait pas les moyens
de mettre en œuvre ceux auxquels on avait imaginé, parce que tout simplement les infrastructures techniques ne le permettaient pas. Donc, notamment quand on a des personnes qui ont été formées dans les années 80 sur l'intelligence artificielle, à l'époque on pouvait avoir des diplômes d'intelligence artificielle, en fait ils étaient sur des technologies qui aujourd'hui sont totalement abandonnées et qui se sont révélées des impasses. Et donc aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était dans les années 80. Donc il y a eu voilà, des moments de creux et d'absence de l'intelligence artificielle. Et il a fallu vraiment attendre les années 2000 et surtout les années 2010 pour que l'intelligence artificielle devienne vraiment, cette fois-ci, opérationnelle pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'on a eu cette fois-ci des infrastructures techniques qui nous permettaient de mettre en œuvre les promesses de l'intelligence artificielle, notamment en termes de capacité de calcul et en termes de volumétrie de données sur lesquelles on pouvait entraîner des intelligences artificielles, et d'autre part parce que les technologies sur lesquelles on était parti, donc notamment l'utilisation des réseaux de neurones, se sont avérées beaucoup plus pertinentes que les technologies qui avaient été envisagées dans les années 80. Donc voilà, c'est à partir des années 2010 surtout qu'on a vu l'intelligence artificielle apparaître dans le grand public. La première vraiment apparition, c'est quand Siri est arrivé sur les iPhones, donc la possibilité de dialoguer avec la voix, avec le téléphone. Et on a vu arriver à maturité dans les années 2010 tout un ensemble de technologies qui avaient pour certaines déjà émergé, mais qui sont réunies aujourd'hui dans la grande famille que constitue l'intelligence artificielle. Alors, au départ, dans les années 2010, on ne parlait pas systématiquement d'IA. On va voir que ça arrivait un peu plus tard. C'est véritablement à partir de 2021-2022 qu'on a vu l'intelligence artificielle devenir un vrai sujet largement ouvert au grand public, notamment avec le développement donc de l'intelligence artificielle générative, donc des outils conversationnels qui sont appuyés sur des modèles de langage. Donc, depuis 2022, l'IA, on va dire, fait l'objet est au cœur de l'actualité technologique, notamment par ces outils conversationnels qui ont été mis à disposition du grand public, le plus connu étant naturellement ChatGPT, mais il y en a d'autres, et d'autant plus qu'on a vu une multiplication de ces modèles, de ces outils, et une succession de mises à jour de ces outils. Donc il ne s'est pas passé depuis 2022 quasiment un mois sans qu'il y ait une mise à jour d'un des outils qui soit mis à disposition du grand public, d'où cet effet aujourd'hui je dirais presque de mode sur l'intelligence artificielle, en tout cas voilà, cette actualité très présente de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc voilà, cette accélération explique aussi le fait que le mette à l'agenda des archives et des archivistes aujourd'hui à l'association. Alors, quand on parle IA, on parle en fait d'un ensemble de technologies donc, qui sont regroupées dans la grande famille de l'intelligence artificielle, et donc qui comprennent différentes technologies qui sont basées sur différents modèles. J'ai cette première diapositive donc qui vous montre un peu qui synthétise, on va dire, cette grande famille de l'intelligence artificielle, mais je ne vais pas la commenter plus que ça. Je vais surtout m'appesantir sur la suivante, qui rassemble en fait un ensemble d'outils qui vont pouvoir être utiles aujourd'hui à l'archiviste dans son travail au quotidien, qui pour certaines sont déjà largement expérimentés, pour d'autres sont expérimentés dans certains contextes, mais pas toujours dans d'autres. Donc avec des outils qui vont intervenir à la fois sur l'image, sur le son et sur le texte. Donc sur l'image, on a une technologie qui est aujourd'hui ancienne, mais qui est largement améliorée par l'intelligence artificielle, c'est la reconnaissance optique de caractères, l'OCR, donc qui permet de transcrire en texte des caractères qui sont des caractères représentés sous forme d'une image. Donc ça, on connaît depuis les années 90, mais l'intelligence artificielle a accéléré l'utilisation de cette technologie. On a aussi des technologies qui permettent de reconnaître la mise en page. Donc, vous avez par exemple
document avec un logo en haut à gauche, vous avez une date en haut à droite, vous avez un texte qui est en bas de la page, et vous pouvez donc découper votre image en fonction des différents contenus pour faire de l'apprentissage à la machine et lui dire, ben voilà, tu vas aller chercher systématiquement à cet endroit-là de l'image telle information et que tu vas transcrire sous telle forme. Donc c'est ce qu'on appelle la reconnaissance de la mise en page. Ensuite, on peut faire de la reconnaissance d'images fixes, donc reconnaître au sein d'une image tel type d'objet, tel type de bâtiment, tout ce que vous voulez. On l'a bien connu notamment quand on a été nous-mêmes chargés d'entraîner les IA avec des CAPTCHA qui nous demandaient de reconnaître les images qui avaient une voiture, reconnaître les images qui avaient un feu de signalisation, etc. etc. Donc aujourd'hui, c'est l'inverse. Avec tout cet entraînement que l'on a fait gratuitement, on va dire, pour accéder à un certain nombre de ressources, les IA sont aujourd'hui capables de repérer ce type d'objets, ces objets sur lesquels on les a entraînés. Donc c'est ce qu'on appelle la reconnaissance d'images fixes. Ensuite, on peut faire avec les outils d'intelligence artificielle de la classification d'images fixes, donc c'est-à-dire de permettre une organisation de ces images, une indexation à partir de critères que l'on a définis. Enfin, s'agissant des images, on a aussi l'analyse de visage, donc la reconnaissance, ce qu'on appelle la reconnaissance faciale, donc la capacité à identifier un individu à partir de son image. Donc on en reparlera tout à l'heure quand on aura un exemple précis. C'est ce qui est utilisé dans un certain nombre de pays pour faire de la surveillance de population. Alors, on l'utilise certainement aussi en France dans un certain nombre de services, mais voilà, ça peut aussi être un outil qui permet à un archiviste d'indexer plus facilement un ensemble de photos pour avoir un président d'établissement d'entreprise, un PDG ou un Premier ministre sous toutes les facettes et pour faciliter le repérage des photos le concernant. Donc ça, c'est tout un ensemble d'outils appuyés sur de l'intelligence artificielle donc qui servent au traitement des images. Ensuite, on a la même chose sur le son. Donc la capacité, via l'intelligence artificielle, de transcrire le son en texte. Donc c'est la transcription de la parole. Avant, il fallait 8 heures pour transcrire 1 heure d'entretien, de témoignage oral. Aujourd'hui, on peut le faire en quelques secondes, voire en quelques minutes, à partir d'un outil de transcription de la parole. Deuxième outil d'utilisation pour le son, c'est l'analyse de locuteurs, donc la capacité à au moins séparer les différents locuteurs, à reconnaître qu'il existe différents locuteurs, voire à attribuer une voix à un individu précis si la machine connaît cette voix et ses différentes intonations, éventuellement dans les différentes langues que la personne peut utiliser. Donc là aussi, capacité à identifier de manière automatique les différents locuteurs. Comme pour les images, capacité à faire de la classification à partir de sons, et au-delà de la parole, capacité à reconnaître aussi des sons qui pourraient être présents dans le cadre d'un certain nombre d'enregistrements. Donc voilà, reconnaissance automatique de ces différents éléments. Ensuite, on va avoir donc tout un ensemble de technologies qui sont basées sur l'analyse du texte lui-même. Alors la première, c'est l'extraction ou la reconnaissance d'entités nommées, c'est-à-dire la capacité dans un texte à identifier un nom de lieu, un nom de personne, un nom d'organisation, et d'être capable de l'étiqueter, comme vous le voyez sur l'icône qui représente cet outil. Donc voilà, capacité à créer de l'indexation à partir d'un texte en langage naturel. Deuxième possibilité, c'est la classification de texte, donc la possibilité d'organiser un ensemble de textes en fonction d'un ensemble de critères, généralement linguistiques, qui vont permettre donc de définir des sujets, des résumés, des sujets, et faciliter la navigation dans le texte lui-même, ou dans un ensemble de textes. On va avoir aussi le rapprochement lexical, donc la capacité de dire que 2 mots sont proches l'un de l'autre, constituent le même champ lexical, ou que 2 textes
par l'ensemble de leur champ lexical sont proches l'un de l'autre, qui concernent la même thématique. Donc là aussi, en utilisant des technologies d'entraînement de la machine pour faciliter ce rapprochement lexical. Des outils de traduction automatique, hein. Vous êtes peut-être familier déjà des outils de traduction automatique. Ils se basent aussi sur de l'apprentissage machine, donc à partir de textes en différentes langues. Enfin, les outils de questions-réponses, donc les chatbots, hein, typiquement, donc par rapport à une question donnée, la capacité à répondre à une question. Et là encore, c'est basé sur du texte et les outils les outils conversationnels sont basés sur ce système de questions-réponses. Vous posez une question à un outil conversationnel et il vous propose la réponse la plus probable à votre question par rapport à l'ensemble de sa base de connaissances. Donc on est un peu sur ces technologies-là et ça se base là aussi sur des questions linguistiques et sémantiques. Donc voilà. Derrière l'intelligence artificielle, on a plein de technologies qui sont au service donc des individus en général, des organisations et des archivistes. Les archivistes peuvent exploiter. Alors, la prise en compte de l'intelligence artificielle en France en général et dans notre secteur en particulier, elle se situe dans la deuxième partie des années 2010 et plus particulièrement à partir du début des années 2020, donc quand on voit arriver les outils conversationnels, hein, qui constituent véritablement une forme d'accélération. Donc au niveau, si on prend le niveau politique, hein, en France, ce n'est qu'en 2017 qu'est véritablement lancée une réflexion gouvernementale sur le sujet de l'intelligence artificielle, donc qui aboutit l'année suivante à l'adoption d'une stratégie nationale. Et au même moment, l'Union européenne commence elle aussi à adopter un plan coordonné en matière d'intelligence artificielle qui va se traduire politiquement et réglementairement par l'adoption donc de l'Artificial Intelligence Act, dont on reparlera tout à l'heure, et donc ensuite cette année à l'adoption d'une initiative en matière d'investissement de l'Union européenne en matière d'intelligence artificielle. Donc ça, voilà, remise en contexte politique. Si on se situe au niveau professionnel, en fait, le premier projet bien identifié en matière d'IA en France, j'en reparlerai tout à l'heure, il date de 2015. Donc on est à peu près dans cette même chronologie, un tout petit peu avant le lancement d'une réflexion gouvernementale et avant l'apparition de l'IA générative des outils conversationnels. Donc on va voir que c'est basé sur d'autres types de technologies précédentes. Et là encore, on a ce tournant du début des années 2020. Au niveau international, c'est en 2021 qu'est lancé le projet Enterprise Trust AI, dont je reparlerai rapidement tout à l'heure, puisqu'il a mis à disposition un certain nombre d'outils. Et en 2023, qu'ont lieu concomitamment 2 journées d'études, une qu'on a organisée à l'Association des archivistes français avec l'École des chartes sur l'IA et les archives, donc en juillet 2023, et une organisée par iFutura, donc qui a dédié sa 8e journée de la transformation numérique à la question de l'intelligence artificielle. Et donc voilà, qu'ensuite d'autres outils qui ont été faits, donc 2024, le dossier qui avait paru dans notre revue interne de l'association archiviste et dont vous avez la couverture sur la diapo. Alors, la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle s'est traduite par des réflexions aussi au sein des différentes administrations, notamment du ministère de la Culture, donc avec un rapport produit par le ministère de la Culture sur l'IA culturelle, panorama et préconisation, qui résume bien en fait les différents usages qui peuvent être ceux de l'IA adaptés à nos professions, donc dans un sens relativement large. Donc à la fois l'IA pour offrir des nouveaux services au public, donc les chatbots, mais pas seulement. L'IA pour enrichir et investiguer les corpus que l'on conserve. On va en reparler aussi assez rapidement avec les projets qui vont vous être présentés. Mais aussi l'IA pour la performance et la prise de décision. Donc l'IA pour le fonctionnement commun des organisations, ce qui a naturellement des conséquences, puisque c'est avec l'IA qu'on va produire les archives qu'on va ensuite
être chargé de conserver. Et peut-être de manière plus anecdotique, l'IA dans le domaine de la création, mais on pourrait élargir au domaine de la valorisation. Donc là, on est plus sur le côté création artistique. Donc voilà, des réflexions, un calendrier de prise en compte qui est vraiment très contemporain de cette explosion de l'IA dans le grand public, du côté du grand public, même s'il y a eu quelques petites choses qui ont été lancées auparavant. Voilà pour cette première partie donc très introductive sur la question de l'intelligence artificielle. Alors, dans une deuxième partie, l'objectif est de vous présenter quelques projets qui sont plutôt tournés vers des questions de description et d'accès d'archives physiques ou analogiques qui ont fait l'objet de numérisation et qui ont été les premiers projets à utiliser de l'intelligence artificielle. Alors, historiquement, le premier projet qui a utilisé l'intelligence artificielle dans le domaine des archives, donc il a été développé par les Archives nationales, c'est le projet Imanis, développé avec l'Université de Valence et une société qui s'appelle Teclia, donc qui vise à permettre un meilleur accès au registre de la chancellerie royale, donc conservé aux Archives nationales, qui n'avait fait l'objet d'une analyse précise que pour un tiers seulement des actes. Et l'idée, c'était c'était de permettre une recherche plein texte sur ces registres donc de la chancellerie royale. Donc, pour permettre une indexation plein texte, une recherche plein texte sur ces registres de la chancellerie royale, il fallait faire une reconnaissance de l'écriture manuscrite, donc puisque dans les différentes écritures qui sont employées entre le XIIIe et le XVe siècle, pour pouvoir extraire le texte de ces registres dont on disposait d'images pour permettre ensuite donc cette recherche plein texte. Donc c'est un projet qui a été mené entre 2015 et 2017 et qui a utilisé donc la technologie de reconnaissance des écritures manuscrites et qui a montré que c'était tout à fait possible donc d'entraîner la machine à reconnaître les écritures donc des XIIIe, XVe siècle pour extraire le texte et pour in fine parvenir à une version du texte dans un format qui est exploitable par la machine et qui est interrogeable par les individus. Donc voilà, première expérimentation qui concerne des documents anciens, des documents du Moyen-Âge, qui ont une visée aussi un peu de recherche, mais qui permettent d'exploiter des technologies comme la reconnaissance d'écriture manuscrite qui commencent à atteindre leur plein niveau de développement. Voilà, premier projet. Deuxième projet, là aussi initié par les Archives nationales, c'est le projet Lectorep, qui est un tout petit peu différent, mais en même temps qu'il y a des points communs. Le point commun, c'est l'utilisation de la technologie de reconnaissance des écritures manuscrites, mais la différence, c'est qu'il ne s'agit pas d'extraire un texte pour en faire une recherche plein texte sur le contenu des archives, mais d'extraire d'un type d'archives, les répertoires de notaires, les descriptions des actes notariés qui sont ensuite conservés dans les fonds d'archives Donc c'est le projet qui a été lancé par les Archives nationales et plus particulièrement le minutier central des notaires parisiens. Donc là encore, avec un partenariat avec un certain nombre d'institutions, notamment l'INRIA, et un financement du ministère de la Culture, et qui vise à extraire de ces répertoires de notaires les descriptions individuelles de chacun des actes qui sont passés chez un notaire, alors qu'avant, il fallait dépouiller l'ensemble des répertoires pour identifier les actes individuellement et pouvoir aller les consulter dans le minutier. Donc, alors, utilisation donc, de la reconnaissance des écritures manuscrites, mais aussi donc, utilisation de la technologie d'identification, d'extraction, reconnaissance des entités nommées, donc capacité à identifier des noms de personnes, des noms de lieux dans ces répertoires. Donc pour extraire ces informations et enrichir les descriptions donc des archives et faciliter in fine l'identification des minutes au sein des minutiers. Alors ce projet, il est intéressant aussi dans le sens où il a pu montrer qu'il est plus facile de traiter des répertoires du XVIIIe siècle
que des répertoires du 19e siècle, alors qu'on pourrait penser l'inverse en termes d'écriture, mais c'est tout simplement que les répertoires du 18e siècle sont beaucoup plus aérés en termes de graphie, là où les répertoires du 19e siècle peuvent être extrêmement tassés, puisqu'on est sur du papier timbré, donc du papier qui coûte cher, et donc avec une tendance des notaires à mettre le maximum d'actes, d'écrire le maximum d'actes sur une même page, et ce qui rend difficile pour la machine l'identification des différentes lignes correspondant aux différents actes. Donc un outil, voilà, une expérimentation tout à fait intéressante. Donc deuxième projet. Troisième projet, cette fois-ci, c'est un projet du ministère des Armées, et plus particulièrement du ministère de la Défense, donc qui souhaitait faciliter l'accès au registre matricule des soldats appelés et engagés d'Afrique du Nord entre 1870 et 1918. Alors, le service historique de la Défense conserve de nombreux documents nominatifs. Notamment, il y avait le fichier des morts pour la France qui avait fait l'objet d'une numérisation, qui avait fait l'objet d'une indexation collaborative. C'était 1 800 000 fiches et il avait fallu recourir donc à cette indexation collaborative qui avait pris plus d'un an avec des généalogistes particulièrement passionnés. Là, l'idée, c'était de procéder automatiquement, donc en utilisant l'intelligence artificielle, à l'indexation des près de 200 000 fiches correspondant de 200 000 matricules, donc correspondant aux individus concernés. Donc là encore, une preuve de concept qui a été lancée en mars 2021 avec le recours à une entreprise du secteur privé, un test qui a été fait et des résultats qui se sont montrés suffisamment concluants pour entraîner l'industrialisation du processus et qui est arrivé à son terme. Alors, comment ça a marché? Ça a marché parce que on est face à un type de document qui est extrêmement normé, donc avec ce cadre que connaissent bien les généalogistes pour cette période-là, et avec des informations qui sont toujours au même endroit, donc que ce soit le nom, les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance, le numéro matricule et la classe de mobilisation. Donc on a analyser un certain nombre de ces matricules pour identifier les zones, pour entraîner la machine à repérer le positionnement dans l'image des zones qui étaient concernées et à entraîner la machine à extraire les contenus manuscrits pour les transformer en métadonnées, ensuite facilitant l'accès à ces matricules. Donc vous voyez ce séquencement des pages tel qu'il a été effectué. Donc on fait un entraînement sur un ensemble un lot homogène et puis après on teste sur d'autres lots qui n'ont pas été pré-entraînés pour corriger les erreurs concernées. Donc voilà, le SHD a mis en place avec cette entreprise une chaîne de traitement. Donc partant de la fiche numérisée qui permettait ensuite d'extraire automatiquement les informations concernées et de les transformer en métadonnées qui étaient ensuite intégrées dans soit un fichier XML, soit un fichier CSV qui permettait d'alimenter les outils de recherche qui étaient ceux du SHD et de mettre à disposition donc ces matricules sur le site Mémoire des Hommes. Donc voilà un petit peu la chaîne de traitement. On parle beaucoup de chaîne de traitement en termes d'intelligence artificielle, donc pour arriver au résultat final qui est faciliter l'accès à un certain nombre d'archives qui sont des archives traditionnelles sous format papier, mais qui ont été numérisées. Il y a toujours cette étape de numérisation au préalable. Autre exemple de projet, c'est encore un projet des archives nationales qui est le projet NER4 Archive. Donc là, qui part du constat que les instruments de recherche qui sont disponibles au format XML EAD comprennent un certain nombre d'entités nommées, des noms de lieux, des noms de personnes, des noms d'organisations, et qu'ils sont au format textuel et qu'il pourrait être utile d'en disposer sous forme d'indexation. Donc l'idée, c'est de permettre le repérage, l'extraction et la
l'étiquetage donc de ces différentes informations pour enrichir l'instrument de recherche en tant que tel et pour ensuite permettre des recherches croisées sur un nom de personne, sur un nom de lieu, ou pour aligner par exemple un instrument de recherche avec un référentiel géolocalisé et permettre de géolocaliser une description et de permettre par exemple un accès cartographique. Donc c'est l'outil qui a été, le type d'outil qui a été utilisé donc par enfin, le type de projet qui a été mis en œuvre, là encore, par les archives nationales à partir d'un lot d'inventaire, toujours avec un partenariat notamment avec l'INRIA. Et donc, qui a abouti, qui a vu les archives nationales utiliser différentes techniques, différentes méthodes, donc expérimentées. Donc là, vous en avez deux qui vous sont présentés dans l'exemple qui est sur la diapositive, donc avec deux modèles différents qui ont été présentés. Et on voit que dans un cas, qui est le cas du bas, on a un entraînement qui aboutit à énormément d'erreurs, donc avec un score de 0,39, donc avec un taux de succès de 39% globalement. Là où l'exemple au-dessus, donc avec un autre outil, un autre élément, aboutit à un score de 82%, donc de succès, donc ce qui est largement meilleur dans un premier cas avant entraînement. Donc voilà, ça donne aussi, ça montre aussi que l'utilisation d'un certain nombre d'outils génériques qui existent ne permet pas d'obtenir un succès large en termes de reconnaissance d'entités nommées, et que il faut expérimenter différents outils, que certains sont meilleurs que d'autres, et qu'après, une fois que, même si on a des outils utilisés, il faut parfois améliorer ces outils pour obtenir un score qui soit un score acceptable et un taux d'erreur qui soit un taux d'erreur acceptable ou si ce n'est négligeable. Donc voilà un certain nombre d'outils, un certain nombre de projets qui ont été mis en œuvre sur des archives physiques. Et le dernier, vous le connaissez peut-être, c'est le projet SOCFAS, donc un projet qui a été initié par l'Institut national des études démographiques avec les archives de France, en lien avec la Paris School of Economics et avec toujours cette société Techlia, donc qui vise à constituer une base nominative des personnes qui sont identifiées dans les dénombrements de population français entre 1836 et 1936, afin d'étudier à la fois démographiquement, socialement, sociologiquement et historiquement donc la population française pendant un siècle, donc entre 1836 et 1936. Donc, partant de l'idée que ces dénombrements, ces listes nominatives avaient fait l'objet d'importantes campagnes de numérisation par les services d'archives publics et donc constituaient un gigantesque réservoir de données qui serait très utile au monde de la recherche. Alors, un projet qui est intéressant et qui n'est pas sans défi, dans le sens que, déjà, c'est un projet qui vise à constituer une gigantesque base nominative. Ensuite, avec des images qui ont été produites par différentes entités, autant de départements notamment autant de départements que de dépôts d'archives, avec des résolutions qui ne sont pas toujours nécessairement les mêmes, des licences qui ne sont pas nécessairement toujours les mêmes, et avec donc des méthodes de dénombrement qui ont changé dans le temps. Donc, puisque certaines informations étaient présentes dans certains dénombrements, mais pas dans d'autres. Donc, avec une complexité à parier les différentes données, indépendamment de la qualité de celle-ci, puisque je vous rappelle que les dénombrements de population sont déclaratifs et ne font pas l'objet de vérification. Donc des informations peuvent être totalement erronées dans ce type de base extraite des dénombrements. Donc le projet devait être terminé en mars 2015. Je crois qu'il a pris un petit peu de retard, mais il avance de manière normale et devrait aboutir à la mise à disposition d'une grande base nominative qui permettra de rechercher des noms indépendamment des lieux de conservation de ces fiches nominatives de dénombrement. Alors il y a un autre projet qui est parallèle, qui lui concerne la ville de Paris, donc qui est basé sur deux recensements seulement, 1926 et 1936, qui est mené par une équipe de recherche et qui fera l'objet les résultats vont être publiés et donc présenté dans le cadre d'une exposition qui va ouvrir prochainement au musée Carnavalet, donc un projet auquel ont contribué naturellement les collègues des archives de Paris.
Je crois que certains sont présents dans ce webinaire. Donc voilà un ensemble de projets, la liste ne se veut pas exhaustive, qui concernent les outils, donc, enfin, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour des archives, je dirais, traditionnelles. Alors ensuite, la question qui se pose aujourd'hui, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les archives nativement numériques, donc qui, a priori, n'ont pas besoin de passer par une phase de numérisation pour pouvoir être exploitables par les outils d'intelligence artificielle. Alors, je commence ce volet de cette présentation en présentant cette diapositive que j'emprunte à nos collègues des Archives nationales britanniques et qui part du constat, qui fait le constat qu'aujourd'hui, nous sommes face à des volumes d'informations qui sont produites par les organisations et les personnes, qui est telle que une exploitation et un traitement manuel va s'avérer à peu près totalement impossible sans le recours à l'intelligence artificielle. Vous voyez, 16 milliards d'emails, 3 milliards de documents, etc., donc, qui peuvent être produits chaque année. Donc, des volumétries qui dépassent totalement les capacités de traitement humain. Et donc, la réflexion ou les réflexions qui sont en cours pour utiliser les technologies d'intelligence artificielle pour faciliter le traitement de cette masse d'informations qui est produite de manière nativement numérique pour différents besoins. Et donc avec un certain nombre de projets qui émergent ou ont émergé ces dernières années en France, mais beaucoup aussi à l'étranger, que ce soit par exemple en Suisse, au Luxembourg, en Grande-Bretagne, aux États-Unis ou dans d'autres pays, dont je vais vous présenter quelques-uns, principalement ceux que je connais en France, mais il y en a d'autres qui existent, c'est loin d'être limitatif. Alors, le premier projet que je vous présente, c'est un projet qu'avaient présenté nos collègues de l'INA en 2023 lors de la journée d'études que l'on avait organisée à l'association avec l'École des Chartes et qui concernait le traitement des captations qui étaient faites des chaînes d'information continue. Donc voilà, l'INA est chargée du dépôt légal, donc de ce qui est diffusé par les sociétés de programme et les sociétés privées, notamment les productions des chaînes d'information continue. Donc c'est un flux continu dans lequel il faut faire des recherches qui peuvent être des recherches extrêmement pointues, voilà, rechercher la séquence où on a parlé de tel sujet dans toutes les chaînes d'information continue. Donc, avec la nécessité de procéder à une indexation extrêmement fine de ces productions des chaînes d'information continue. Donc, l'INA a très tôt expérimenté, donc dès 2021, a expérimenté très tôt donc l'utilisation des technologies d'intelligence artificielle pour traiter les captations de ces chaînes d'information continue. Donc là, vous avez ici sur cette diapositive un peu les différentes technologies qui sont utilisées pour ces chaînes d'information continue. Donc la capacité déjà à recréer une séquence chronologique en identifiant les différentes séquences, en utilisant les heures, donc c'est en bas à gauche, qui sont présentes sur la chaîne, sur l'image. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, l'utilisation donc des outils de détection d'images pour identifier les logos des chaînes et donc pour pouvoir attribuer une production à une chaîne donnée ou à une chaîne dont une autre chaîne a réutilisé les images. Donc, ce qui permet aussi de gérer les droits. Ensuite, la capacité à classifier l'image parce que une chaîne d'information continue, elle va avoir à la fois des moments de séquences sur plateau, des séquences où le présentateur est seul, des séquences où il est avec d'autres personnes, où il fait des interviews, il va y avoir des reportages, il va y avoir voilà, différentes séquences qui sont présentes, pourquoi pas des moments de publicité. Donc, il s'agit d'identifier les différentes séquences et de pouvoir les indexer. Donc, c'est cet outil, on va entraîner la machine à dire, bah là, quand on a un présentateur, on a une personne qui est de face et qui correspond à telle personne, bah, ça va être le présentateur et donc c'est un discours simplement du présentateur. Ou quand il y a plusieurs personnes sur l'écran, on va être face à une table ronde. Voilà, des choses comme ça, donc il va permettre de classifier plus facilement chaque séquence.
Ensuite, on va utiliser les outils de reconnaissance de caractère pour extraire le texte qui est présenté sur l'image. Donc là, vous en avez les précédentes lettres au français. Donc, là encore, c'est de l'information qui est disponible, qui est exploitable par reconnaissance optique de caractère. Ensuite, on va pouvoir identifier les visages, donc la reconnaissance faciale, avec la nécessité d'entraîner là encore la machine pour faire en sorte que le présentateur on puisse être capable de le repérer s'il est avec ses lunettes, avec sans lunettes, avec les cheveux courts, avec les cheveux longs, de face, de profil, de trois quarts, etc. Et ce qui ensuite facilitera son repérage et l'indexation automatique. On pourra aussi entraîner la machine à identifier les génériques, donc par exemple en reconnaissance de son, donc, qui permet aussi d'apporter des informations sur le séquencement des différentes de la chaîne. Donc voilà, tout un ensemble d'outils qui sont mis en œuvre dans le cadre d'une chaîne de traitement qui permettent d'enrichir les descriptions donc, de ces chaînes d'information continue et ensuite de faire des recherches pertinentes par rapport aux demandes de ceux qui veulent exploiter des images d'archives. Donc on est sur, un peu comme dans les éléments précédents, sur l'exploitation de métadonnées, la génération de métadonnées, mais cette fois-ci sur une production qui est nativement numérique. Donc on est un peu à la charnière entre ce que je vous ai présenté avant et ce que je vais vous présenter ensuite. Alors, autre exemple, c'est un projet que l'on a mené auquel j'ai participé, donc qui a été mené par les collègues de l'Université d'Angers, Bénédicte Graille et Touria Elmeki, pour ne pas les citer, donc à l'instigation des ministères sociaux autour des messageries. Donc, projet qui partait d'un constat qui est celui de la collecte croissante des messageries électroniques, notamment dans les missions des archives des ministères, et la difficulté qui était celle d'exploiter, de faire des recherches dans ces messageries, sachant que ce sont souvent des recherches urgentes, et que quand vous devez retrouver toutes les archives qui concernent les relations entre les ministères et les cabinets de conseil, c'est un peu difficile quand vous êtes dans des archives de conseillers de cabinet. Donc, sachant que vous avez X messageries qui sont archivées et que ne serait-ce que le réimport d'une messagerie et son indexation peuvent prendre une journée par messagerie. Donc, vous imaginez les difficultés que peuvent avoir les collègues à faire des recherches croisées donc sur l'ensemble de ces contenus. Donc, l'idée, c'était d'essayer de réfléchir à des méthodes pour améliorer la capacité de recherche au sein de ces messageries pour faciliter ensuite à la fois leur évaluation, mais aussi leur accès. Donc c'est un projet qui a été mené par l'Université d'Angers, qui a la chance à la fois d'avoir un laboratoire d'archivistique et un laboratoire d'informatique, avec un financement qui était un financement du ministère de la Culture. Alors, ce projet a été intéressant dans le sens où donc il a posé de nombreuses questions, à la fois d'ordre méthodologique, sur le fond comme sur la forme. Alors, sur le fond, donc l'idée, c'était d'utiliser les technologies d'intelligence artificielle, à la fois pour repérer dans les messages des entités nommées et pour effectuer de la classification automatique de ces messages, donc pour extraire des thématiques et pouvoir identifier les messages qui concernent telle thématique. Donc ça, à la fois en utilisant donc, des technologies de reconnaissance d'entités nommées, des technologies de traitement automatisé du langage naturel, donc d'indexation automatique, mais aussi en utilisant des ressources externes, par exemple des annuaires ou des thésaurus. Alors ça a posé plein de questions, parce que notamment sur quel contenu on va se baser pour faire ce travail. Est-ce qu'on se contente de l'entête de la messagerie, qui a déjà des informations qui sont un peu structurées, qui sont déjà structurées, mais avec le problème que quand vous avez une adresse électronique, l'adresse électronique, elle ne dit pas nécessairement quelle est la personne. Donc ça peut être, la personne, elle peut être décrite dans un référentiel qui est un référentiel externe, qui n'a pas nécessairement lui-même été archivé à un annuaire, par exemple. En plus, ensuite, sur le traitement du langage naturel, quand on va sur le contenu du message, jusqu'où on va? Parce qu'il y a le corps du message, mais il peut y avoir aussi des pièces jointes, et il peut y avoir un message qui est lui-même dans un message, qui est lui-même dans un message, qui est lui-même dans un message. Jusqu'où on s'arrête dans la constitution du corpus. Alors, on avait la chance d'utiliser des messageries qui étaient déjà
largement basé sur des rédactions avec des phrases, donc avec quelque chose qui n'était pas trop succinct, trop réductif, trop réducteur, avec trop d'abréviations. Mais c'était déjà il y avait une question de définition de périmètre qui était importante. Sachant que voilà, si vous prenez en compte par exemple les signatures qui sont associées à un message, bah, vous avez rapidement des mots qui se reviennent de manière très répétitive et qui peuvent polluer le travail d'indexation. En plus, vous avez ensuite, pour la reconnaissance d'entités nommées, un exemple qui était typique, c'était vous avez l'accord du ministre. Ok, mais lequel? Sachant que le ministère social, ça peut être 7 ministres au même moment. Et que la messagerie, une même personne peut servir plusieurs ministres à des instants différents. Donc voilà, ça peut être le type d'enjeux qui sont présents dans qui avaient été présents dans ce projet. Alors ce projet, il a été jusqu'à son terme et il nous a permis d'identifier un certain nombre de difficultés et de recueillir un certain nombre d'enseignements. Alors déjà, la première difficulté, ça a été celle de pouvoir recruter un ingénieur de recherche qui puisse travailler sur le projet. Parce que naturellement, les salaires du public ne sont pas les salaires du secteur privé. Ça a été une première problématique. Deuxièmement, donc c'était l'université d'Angers qui menait ce projet, mais avec un recours d'experts, notamment les experts des collègues qui travaillaient au des ministères sociaux. Puis moi-même, j'ai participé en tant qu'expert, avec des experts qui n'étaient pas disponibles tout le temps et donc qui ne faisaient pas le travail d'expérimentation eux-mêmes, donc qui venaient que analyser des résultats, avec des réunions qui étaient espacées et des difficultés parfois à revenir dans le projet, à rentrer dans le projet et à comprendre ces mécanismes, notamment quand ils étaient basés sur des problématiques linguistiques. Ensuite, travailler sur des messageries, c'est bien, mais généralement les messageries, elles sont couvertes par tout un ensemble de secrets, que ce soit le secret industriel et commercial, le secret de la vie privée, le secret des délibérations du gouvernement. Donc il fallait demander des dérogations. Les dérogations, elles sont attribuées à une personne en particulier. Donc quand vous avez un projet de recherche avec des chercheurs qui changent au cours du temps, à chaque fois, il faut redemander une dérogation. La dérogation n'est pas attribuée au projet, elle est attribuée à l'individu pour le projet. Donc ça pose un certain nombre de problèmes de fonctionnement. Donc vous avez en plus des données qui sont des données sensibles généralement. Voilà, vous avez aussi avec les messageries des adresses fonctionnelles, des adresses nominatives, donc qui ne sont pas nécessairement décrites. Vous avez des liens qui renvoient vers des ressources extérieures qui ne sont pas nécessairement récupérées. Vous avez la complexité des fils de discussion, vous avez un message qui répond à un autre, qui répond à un autre, avec tout un ensemble de ping-pong de réponses. Donc en fait des objets qui sont des objets pas nécessairement simples. On a rencontré aussi des difficultés avec l'exploitation des ressources externes. Les annuaires étaient laconiques et les référentiels, les thésaurus qui étaient disponibles n'étaient pas nécessairement adaptés au corpus que nous avions parce qu'ils n'étaient pas nécessairement à jour, ils n'étaient pas nécessairement pertinents. Donc il a fallu recréer un thésaurus de A jusqu'à Z, ce qu'ont fait les collègues des ministères sociaux. Autre difficulté, c'est les outils qu'on utilisait. On était avec des outils de l'intelligence artificielle qui étaient principalement développés pour un monde anglophone. Là, on était sur du monde francophone. En plus, les outils qu'on utilisait pouvaient présenter classiquement des dysfonctionnements, des bugs qui ralentissaient le projet. Donc, tout ça était déjà très intéressant sur la capacité à mener un projet d'intelligence artificielle et à exploiter le projet d'intelligence artificielle. Alors, ça nous a permis aussi de tirer un certain nombre d'enseignements. Alors, sur la collecte des messageries, je ne vais pas nécessairement m'y étendre, mais c'est surtout sur la gestion du projet et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Déjà, on avait un corpus qui était beaucoup trop petit par rapport à ce qui aurait été pertinent. Donc, il faut une certaine taille critique pour pouvoir lancer ce type de projet, notamment pour l'indexation matière, on va dire la classification à partir des techniques de langage. Ça, c'était la première chose. Deuxièmement, c'est un projet qui était basé sur des questions de linguistique. Donc, il y avait une marche à franchir pour pouvoir entrer dans le projet. Donc, ça posait la question des compétences qui étaient celles des membres de l'équipe projet et des experts pour pouvoir vraiment pleinement participer au projet. Donc, c'est tout un projet d'intelligence artificielle, c'est un projet qui nécessite du temps pour appréhender le projet, du temps pour entraîner la machine, du temps pour faire des vérifications, du contrôle qualité, etc., que l'on n'avait pas nécessairement.
Alors, autre enseignement que l'on a pu voir, c'est qu'on était sur un projet expérimental qui était fait dans une université. Mais passer du projet au produit n'est pas nécessairement simple, parce que un projet universitaire va pouvoir utiliser des technologies qui ne sont pas exploitables, par exemple, par une administration qui est soumise à des contraintes de sécurité beaucoup plus fortes. Et voilà, notamment le prototype qui avait été mis en place pour les collègues des ministères sociaux, ses collègues n'ont pas pu l'utiliser parce que tout simplement, il reposait sur le téléchargement d'une base de données et les collègues n'étaient pas administrateurs de leur poste. Donc tout ça, voilà, avec des machines qui n'étaient pas nécessairement assez puissantes. Donc un projet qui était très intéressant en termes d'expérimentation et qui montre quand même les capacités de l'intelligence artificielle, donc à proposer de la classification automatique et à faciliter donc de l'indexation d'archives nativement numériques. Troisième projet que je peux évoquer sur des archives nativement numériques, c'est le projet Inventaire, donc qui a été mené par l'Assemblée nationale du Luxembourg, donc par une stagiaire de l'École nationale des chartes, donc qui avait pour mission, donc à partir des archives produites par une direction de l'Assemblée nationale du Luxembourg, donc d'alimenter automatiquement l'inventaire qui est demandé par les archives nationales. C'est-à-dire de faire une description de ces archives qui sont produites par l'Assemblée nationale du Luxembourg, mais aussi d'identifier la communicabilité ou non de ces archives au regard de la législation luxembourgeoise. Donc, il s'agissait à partir d'un lot de fichiers de produire une description. Donc, vous imaginez une arborescence de fichiers et de dire, ben voilà, en fait, ça correspond à un dossier avec des sous-dossiers, et puis dedans des sous-sous-dossiers, et puis des pièces. Et je veux pouvoir avoir une description au niveau du dossier. Et je veux pouvoir dire si dans ce dossier, j'ai des documents qui sont couverts par le secret de la défense nationale, qui sont couverts par le secret industriel et commercial, qui présentent des données à caractère personnel, qui couvrent telle date à telle date. Donc, voilà, avec un ensemble de critères qu'il faut remplir. Donc, il fallait déjà identifier comment on allait récupérer ces informations, il fallait les extraire, regrouper toutes ces informations pour pouvoir faire un traitement, pas nécessairement au niveau du fichier, mais au niveau du dossier, et générer donc des résumés et des titres de ces dossiers avec le recours en fait à des modèles de langage, donc les mêmes qui sont au service des outils conversationnels. Et ensuite, par rapport de ça, donc par rapport aux consignes qui étaient données à ces modèles de langage, identifier s'il y avait des données non librement communicables pour alimenter automatiquement l'inventaire. Donc, toute une chaîne de traitement qui, là encore, a posé un certain nombre de questions, de pouvoir accéder à des données qui soient exploitables, mais qui sont couvertes par un certain nombre de secrets, d'avoir l'infrastructure qui permette de faire ces entraînements, donc une machine avec notamment une mémoire suffisante, un processeur qui soit suffisamment puissant, qui ne soit pas connecté à Internet pour pouvoir éviter qu'il y ait des fuites de données à l'extérieur, et puis des entraînements pour corriger naturellement les dysfonctionnements, les erreurs d'interprétation et arriver à un taux de succès suffisant. Donc voilà, ça aboutit à l'alimentation de ce type de tableau, alors qui est peut-être pas nécessairement complètement lisible, mais qui permet par rapport à un ensemble de fichiers ou un ensemble de répertoires de dire quel type il s'agit, quel est le titre que l'on peut, l'analyse qu'on peut en faire via la gestion de résumé, de faire une description, donc c'est l'équivalent du résumé, identifier les dates de ce répertoire, et puis dire s'il y a ou non des données à caractère personnel, des atteintes à la sécurité publique, des affaires juridictionnelles, des données commerciales industrielles, etc., etc. Donc voilà, d'alimenter automatiquement l'inventaire. Donc c'est faisable, mais ça nécessite naturellement un certain nombre d'entraînements et toute une infrastructure et une méthodologie particulière.
Donc voilà des exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle pour des données nativement numériques. Donc on va pouvoir s'en servir pour identifier, faire de l'évaluation, faire de la sélection, faire de l'indexation, de la description automatisée, faire de l'identification de documents sensibles, confidentiels ou non, donc qui sont censés améliorer et faciliter le travail de l'archiviste. D'où quatrième séquence, le fait que les usages de l'intelligence artificielle pour les archives, en fait, potentiellement, ils peuvent être très nombreux. Alors, exemple, c'est la liste qui a été établie par les archives nationales américaines de tous les usages potentiels de l'intelligence artificielle et de tous les types de projets qu'il faut lancer. Donc, on va retrouver l'identification de données à caractère personnel dans des images qui ont été numérisées. Première possibilité pour éventuellement pouvoir les supprimer, faire en sorte que ce ne soit pas recherchable. Faire en sorte que dans le lot des archives qui sont versées, on puisse identifier celles qui ont le statut de document administratif et donc qui relèvent du Freedom of Information Act. Deuxième possibilité. Troisième possibilité, automatiser la description. On a vu des exemples tout à l'heure, ou faire améliorer la recherche dans les catalogues. Mettre en place un outil qui permet, donc un RAG, on va en reparler dans quelques minutes, donc un outil conversationnel qui va permettre de répondre à une question en listant les documents sur lesquels on s'appuie pour la réponse qui va être fournie. Donc, identification des documents de référence qui permettent de répondre à une question. Mise en place de tous les outils qui permettent d'améliorer la productivité au travail, écrire un mail, écrire un rapport, faire automatiquement une présentation, voilà, tous ces outils du quotidien qui sont utiles et qui peuvent permettre aussi d'améliorer la productivité au quotidien des personnels de l'agence. Identifier les documents qui peuvent être déclassifiés automatiquement. Identifier, donc créer des modèles personnalisés pour faciliter l'accès à faciliter les capacités des IA génératives, mettre en place des chatbots pour donc des interfaces de dialogue pour interagir avec les documents d'archives et avec leur contenu, faire des résumés de sujets, faire de l'extraction d'entités nommées, identifier et classifier automatiquement un certain nombre de documents et de données. On pourrait aussi élargir au fait de pouvoir faire de la transcription automatique d'archives orales, qui pourraient être aussi des outils qui peuvent être mis à disposition. Donc voilà, aujourd'hui, l'IA au service des archives, ça peut être plein de choses qui peuvent être mises en place. Alors, autre exemple, c'est cet exemple de RAG, donc c'est ces outils d'IA générative, donc qui permettent de faire des requêtes en langage naturel dans un corpus donné et d'obtenir des réponses qui sont des réponses circonstanciées. Donc réponses circonstanciées qui vont lister les documents sur lesquels l'outil s'appuie pour faire des réponses. Donc voilà l'interface qui est celle qui est proposée par le Parlement européen, donc ça s'appelle Ask the European Parliament Archives, et vous avez, comme dans tout outil conversationnel, donc outil d'IA générative, donc une fenêtre qui permet à un utilisateur de poser une question en langage naturel, donc voilà, de donner une instruction, de faire poser une requête à l'outil. Donc là, voilà, j'avais posé la question, quels étaient les textes en discussion au Parlement européen en 2005, et donc d'obtenir une réponse de l'outil conversationnel appuyé sur un certain nombre de documents de référence qui sont listés en dessous. Donc ça, c'est typiquement un type d'outil qui peut être très pratique pour à la fois offrir un service à ses usagers, mais qui peut être aussi un outil pour l'archiviste s'il recherche un texte juridique, voilà, qui se base sur un corpus de connaissances où voilà, typiquement je recherche une DUA dans un certain nombre un corpus de textes qui recense des DUA et qui sont considérés comme fiables. Donc voilà typiquement le type d'outil aujourd'hui qui peut être mis en place et qui peut être développé utilisant l'intelligence artificielle. Alors, je ne vais pas dire enfin, puisque il y a encore après la présentation de quelques outils, donc quelques réflexions complémentaires sur cet usage de l'intelligence artificielle dans les archives et du lien entre intelligence artificielle et archives. Alors, la première, c'est naturellement la question de l'éthique et la question donc des impacts sociétaux et environnementaux de l'intelligence artificielle.
D'une part, premièrement, c'est que les outils d'intelligence artificielle, ils sont, la plupart, entraînés sur des corpus. Or, ces corpus, il faut les sélectionner, il faut les traiter. Les outils grand public sont entraînés sur un corpus, comme ChatGPT, sont entraînés sur un corpus qui est un corpus accessible en ligne ou qu'il est possible de récupérer en ligne, qui peut être un corpus orienté d'un point de vue linguistique, hein, notamment le recours à la prédominance de la langue anglo-saxonne, de la langue anglaise, ou sur des types de corpus qui peuvent présenter donc des biais, hein, notamment en termes des biais politiques, des biais sociaux, des biais religieux, donc qui vont invisibiliser un certain nombre de langues, un certain nombre de populations, un certain nombre d'opinions, donc qui peuvent avoir présenté un certain nombre de limites, parce que les outils de conversation, les outils conversationnels se basent sur la réponse la plus probable à la question qui est posée. Donc, si le corpus est un corpus qui est orienté, la réponse va se faire par rapport à ce qui est présent dans ce corpus. Donc, il peut y avoir des questions liées à des biais qui sont générés par ces outils, les corpus qui sont entraînés. Mais c'est valable aussi pour voilà, typiquement pour ce que je vous ai présenté comme type de projet. Si vous avez mal entraîné avec un mauvais corpus votre outil d'intelligence artificielle, les réponses ne vont pas être satisfaisantes et vous aurez un taux d'échec qui sera un taux d'échec important, ou des réponses qui seront totalement inappropriées. Deuxième problématique, c'est que les outils d'intelligence artificielle peuvent exploiter des ressources qui sont protégées par le droit d'auteur ou qui sont protégées par le droit des personnes autochtones, et sans que leur avis leur ait été demandé. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, par défaut, autorisent l'exploitation de tout ce que vous publiez pour alimenter et entraîner les intelligences artificielles des sociétés concernées. Donc il faut que ce soit vous-même qui refusiez l'exploitation des ressources que vous partagez, que vous publiez, pour éviter cette exploitation par des intelligences artificielles. Comme ces intelligences artificielles sont basées sur de la probabilité, hein, de proximité de réponse, elles peuvent générer des erreurs, elles peuvent parfois halluciner et se tromper, donc inventer une bibliographie à des individus sans que ces personnes les aient jamais écrites. Donc c'est ce qu'on appelle les hallucinations. On a vu que là, on avait un lecteur qui était allé dans une de nos salles de lecture et qui avait proposé une cote en venant avec une cote qui avait été totalement hallucinée par l'intelligence artificielle. Donc voilà, ce phénomène peut aussi arriver et va avec le côté parfois boîte noire, donc c'est de ces algorithmes qui ne sont pas connus, de corpus d'entraînement qui ne sont pas nécessairement connus et qui font qu'on a une réponse qui n'est pas nécessairement, dont on ne peut pas comprendre la logique parfois par rapport à la question qui a été posée. D'autant plus que la tendance actuelle est de déléguer à l'intelligence artificielle la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions en nos lieux et places. Donc, typiquement, aux États-Unis, il y a eu une décision de justice qui a été prise sur la base d'une jurisprudence qui a été hallucinée par une intelligence artificielle. Donc, ce qui pose le problème de la fiabilité de la décision de justice concernée. En matière de santé, de plus en plus, les professionnels de santé délèguent les diagnostics les plus simples à des intelligences artificielles qui ont été entraînées. Alors, ce que reconnaissent les professionnels de santé, c'est que parfois l'intelligence artificielle est meilleure que eux parce qu'elle est suffisamment entraînée et qu'elle repérera plus facilement quelque chose que eux ne verront pas à l'œil nu entre 3 diagnostics. Mais rien n'empêcherait une intelligence artificielle, un professionnel de santé de faire un mauvais diagnostic sur la base d'une intelligence artificielle et donc de mettre en place des traitements qui sont basés sur un diagnostic qui est erroné. Alors c'est vrai pour l'être humain, mais c'est encore plus vrai pour la machine. On voit aussi la délégation de pouvoir à la machine sur du recrutement, par exemple, ou de plus en plus des formations où le risque, c'est d'avoir des salles de cours qui soient avec des élèves qui soient formés par une intelligence artificielle, donc qui reproduit au fur et à mesure la même chose. Donc voilà, donc des impacts sociétaux qui sont non négligeables avec l'intelligence artificielle. Ensuite, on va avoir des impacts environnementaux. C'est une technologie qui est basée sur des entraînements, qui est basée sur du calcul, donc avec un calcul qui est gourmand en énergie, et donc qui a un impact environnemental non négligeable. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas utiliser l'intelligence artificielle, mais il va falloir, quand on
conçoit un dispositif d'intelligence artificielle, envisager son coût environnemental pour minimiser le coût environnemental de celui-ci. Donc ça fait partie aussi des débats aujourd'hui qui sont présents en matière d'intelligence artificielle. Alors, le choix, on dit toujours que quand une technologie apparaît, l'Europe a tendance à la réguler. Ben, c'est le vrai avec l'intelligence artificielle, donc qui dans l'IA, donc la réglementation qui a été adoptée l'année dernière par l'Union européenne, donc a défini un certain nombre de critères et de catégories d'intelligence artificielle, donc avec des niveaux de risque, en interdisant, sauf exception, l'utilisation d'un certain nombre d'intelligences artificielles sur le territoire de l'Union, ou pour des personnes qui concernent des personnes, des citoyens de l'Union, mais à classifier les autres types d'intelligence artificielle, donc en fonction d'un niveau de risque et avec des recommandations sur la nécessité d'être transparent sur la conception et l'entraînement de ces intelligences artificielles, donc de la documentation de ces intelligences artificielles, à la fois dans leurs résultats, mais aussi dans leur conception. Donc avec, voilà, vous voyez cette pyramide entre les IA interdites, les IA au risque, les IA à risque limité et les IA à risque faible ou minimal, sachant que les IA des archivistes sont concernées comme les autres, hein, parce qu'une IA qui fait de l'élimination automatique ou qui fait de la déclassification automatique, ça peut être considéré comme une IA à haut risque. Et c'est dans ce cadre que les archivistes ont un rôle aussi à jouer, à la fois en accompagnant leurs producteurs en matière d'utilisation de ces intelligences artificielles, donc avec des diffusions de bonnes pratiques qu'on retrouve dans un certain nombre d'organisations internationales, mais aussi dans un certain nombre de pays. Donc là, vous avez l'exemple des recommandations qui sont diffusées par les archives nationales australiennes, donc Information Management for Records Created Using Artificial Intelligence Technologies, donc voilà, des recommandations qui sont émises par nos collègues australiens à l'égard des agences qui produisent de l'information dans le Commonwealth australien, et d'autre part le rôle qui peut et qui doit être celui des archivistes dans la documentation donc de ces processus de décision, donc avec le développement du concept de paradonnées. Donc métadonnées, c'est ce qui décrit les archives, paradonnées, c'est ce qui va décrire les processus de création des archives, donc comment cette prise de décision est prise, avec quel outil, comment l'outil a été conçu, comment l'outil a été entraîné et avec quel corpus. Donc avec des enjeux donc de description de ces procédures et de ces jeux de données, donc voilà, des paradonnées, donc des données sur les processus eux-mêmes, donc qui ouvrent aussi des perspectives pour les professionnels de l'information que nous sommes en termes de services que nous sommes amenés à rendre pour les différentes organisations. Alors pour finir cette présentation, donc quelques ressources utiles. Je vais présenter les deux premières et je passerai la parole à Océane pour les dernières. Donc tout d'abord le projet Enterprise Trust AI, donc qui est développé par une équipe de recherche internationale depuis 2021, a commencé à diffuser donc ses productions donc sur son site internet, hein, dans l'onglet Dissemination, notamment des bibliographies et notamment des petits modules de formation qui peuvent être utiles pour aller plus loin et pour former en matière d'intelligence artificielle. Deuxièmement, le Conseil international des archives a mis en ligne 8 tutoriels donc, qui visent aussi à former les professionnels à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le quotidien de la pratique archivistique, donc avec des ressources qui sont disponibles en ligne, qui sont en anglais, mais qui font l'objet d'un sous-titrage, donc qui permettent aux archivistes de les consulter et qui vous permettront d'aller plus loin que la présentation que l'on vous fait aujourd'hui dans la connaissance de ces impacts de l'intelligence artificielle dans la pratique archivistique. Et je passe la parole à Océane pour les outils suivants. Oui, voilà, pour terminer, quelques outils qui sont que des suggestions, hein, mais qui peuvent peut-être vous aider un peu à y voir légèrement plus clair, peut-être pas totalement clair, mais plus clair. Typiquement, le premier lien, c'est Explore IA.
qui vous permet de comparer différents outils d'IA qui sont des IA commerciales pour la plupart, hein. Mais voilà, vous pouvez choisir, voir là où les tests sont gratuits, là où c'est du logiciel libre, là où c'est du commercial avec abonnement, etc. Et si vous cherchez un outil pour transcrire de l'audio vers du texte, vous avez la catégorie, vous faites votre choix avec des comparaisons, etc., etc. Donc ça, c'est un outil parmi tant d'autres, mais ça vous permet peut-être un peu d'y voir plus clair sur ce qui est sur le marché plutôt que de, pour le coup, faire une seule recherche dans Google qui mettra en avant les publicités ciblées. Voilà. Un outil qui peut être plus utile, au moins dans la formulation, c'est pour vous aider à structurer les prompts. Donc, comme vous avez peut-être, vous en avez sans doute déjà entendu parler, plus les consignes qu'on donne à une IA sont claires, mieux la réponse nous conviendra. Donc là, ce que je vous propose, c'est un outil ActiveEdu, donc c'est plutôt à l'attention de ceux qui vont donner des cours, mais ça va vous aider à structurer, vous indiquer le rôle que doit tenir l'IA. Donc par exemple, vous êtes professeur vous animez un atelier de médiation à l'intention d'un public, de collégiens, vous intervenez en conférence internationale, etc., etc. Le contexte, pourquoi vous voulez utiliser l'IA, donc qu'est-ce qu'elle doit le faire, et ensuite vous allez lui indiquer comment vous voulez qu'elle vous réponde. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez un style formel, informel, décontracté, le ton de l'humour, que sais-je, je ne sais pas. Libre à vous d'imaginer vos interactions. Et le format, est-ce que vous voulez du Word, du Markdown, du PDF, du PowerPoint, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est un outil parmi tant d'autres, mais qui peut vous aider, si vous n'êtes pas familier à la rédaction de prompt, à déjà avoir des éléments de base, et puis ensuite, pour avancer au fur et à mesure de vos usages au quotidien. Un outil qui peut être assez utile, mais donc là, je précise bien qu'il faut ne pas charger dedans des documents confidentiels ou avec des données sensibles ou des données protégées. Vous avez Notebook LLM que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Vous pouvez charger jusqu'à 50 documents et ça va vous résumer vos 50 documents. Donc ça va vous faire l'équivalent d'une note de synthèse. En fait, vous donnez votre corpus de travail, de réflexion, et vous allez avoir votre note de synthèse en quelques secondes. Et bonus, si vous voulez peut-être les écouter dans le métro le matin ou en voiture, vous pouvez demander à Google de vous les transformer en contenu audio. Vous pouvez aussi demander à Google de vous le transformer en podcast avec 2-3 personnes, interlocuteurs. C'est assez bluffant, donc là ça renvoie aussi à l'usage que vous voulez faire de l'IA, hein, et donc tout ce que disait Édouard jusqu'à présent sur l'éthique, l'utilisation des ressources, etc. Mais ça peut être un outil assez utile quand on n'a pas le temps de tout lire. Voilà. Un autre outil qui est Perplexity, donc qui n'est pas non plus sans problématique, hein. En fait, tous ces outils d'IA posent pas mal de questions tout à chacun. Mais Perplexity, ça va vous permettre de poser une question et ensuite, Perplexity, contrairement à ChatGPT ou à Gemini plus classiquement, va vous donner les sources de sa réponse. C'est-à-dire que si vous demandez à Perplexity les durées de conservation des marchés publics, il va vous donner une réponse et vous allez pouvoir vérifier que ça correspond bien au code des marchés publics français, si vous travaillez en France. Donc, il pointe vers France Archives, mais pas que. Donc, voilà, ça vous permet, vous, d'ensuite faire de votre tri dans la qualité de la réponse qui vous est apportée par l'IA, notamment sur tout ce qui est réglementaire. Édouard en a parlé à plusieurs reprises. Là, on vous a mis un lien vers un outil de transcription automatique de l'audio vers le texte, donc qui est très utile quand on collecte des témoignages oraux et qu'on veut retranscrire tout ça dans des instruments de recherche. Donc OpenAI a développé en libre un outil qui s'appelle Whisper, et donc comme c'est en libre, vous pouvez également l'installer en local, donc sans fuite de données chez OpenAI, en fonction de la capacité de votre PC, évidemment. Avec un Core i5, ça passe si vous n'avez pas trop de choses qui tournent en même temps. Voilà. Et enfin, un petit outil qui est là
en mode, prospectif. C'est Comparia qui a été développé par la DINUM pour voir les réponses entre deux agents conversationnels. Vous hésitez entre ChatGPT et Gemini, vous voulez voir lequel vous apporte la réponse la plus appropriée à votre questionnement. Vous pouvez voir, tester, puis ensuite faire votre idée aussi sur les nouveautés qui seront sorties et qui auront été ajoutées par la DINUM. Ça vous permet aussi de mesurer l'empreinte écologique des questions que vous posez aux IA d'une manière plus plus introspective. Voilà. Donc là, ça permet peut-être de répondre un peu à votre question, Marie, sur la possibilité de récupérer le code source sur des Git, des différents outils, des projets. Ça va dépendre des projets s'ils sont en cours. Ça va dépendre de leur financement, s'ils ont des obligations de dépôt en archive ouverte ou autre joyeuseté du genre. En fait, il faut vraiment que vous identifiez les projets qui vous semblent intéressants pour ensuite aller chercher. Et donc, ce qu'on va essayer de développer, donc ça va me permettre de faire la transition vers l'annonce du GTIA, c'est une bibliographie collaborative. Donc ça, c'est une des choses que je vais vous présenter. Mais comme ça, de manière à ce que chacun qui repérerait des outils intéressants, on puisse se les signaler pour éviter de refaire chacun de notre côté 25 fois la même recherche. Voilà, ça c'est dans un monde idéal. Donc avec le reste des membres du CA de l'AF, on a décidé de lancer un groupe de travail sur l'IA avec du coup l'objectif de lancer une dynamique de réflexion collective sur l'usage de l'IA pour nos métiers en fait. Et le premier jalon, c'était ce webinaire d'introduction, mais du coup, l'idée, c'est de favoriser l'appropriation des outils d'IA par la communauté archivistique, quel que soit notre poste, on va dire ça comme ça, et nos appétences pour l'informatique. Donc, ces objectifs vont se décliner en plusieurs axes qui sont tout à fait amendables, modifiables en fonction des membres qui composeront le groupe de travail, mais c'est des premiers axes qu'on a identifiés. Donc, typiquement, une veille collaborative et vulgariser des articles, par exemple en anglais ou en allemand, qu'il faudrait traduire pour rendre accessible plus facilement à nous tous. Des enquêtes aussi, typiquement, là, on vous a présenté en introduction 4 questions avec des réponses, donc approfondir en fait les pratiques existantes des archivistes, donc lancer éventuellement un questionnaire, une enquête là-dessus, et également aussi lancer une enquête sur l'impact de l'IA sur les archives. Quelles pratiques on met en place pour favoriser une utilisation par des IA externes, quelles pratiques on met en place pour nous utiliser des IA, etc. Donc à creuser en fonction de des membres qui s'investiront dans ce GT. Donc évidemment sensibiliser les archivistes, donc nous tous, aux enjeux de l'IA avec des fiches pratiques qui est un impondérable de chaque GT quasiment. Voilà. Donc organiser des événements type webinaire, très, très classiquement, mais aussi tester des outils. C'est-à-dire que parmi les plus geeks, les plus avancés d'entre vous, voilà, éventuellement tester des outils, comparer nos résultats, faire des ateliers ensemble pour essayer de mieux répondre et de faciliter la réappropriation des codes qui seraient libres. Et enfin, évaluer les conséquences de l'IA dans nos quotidiens et donc les conséquences sur nos compétences. Potentiellement une mise à jour du référentiel métier, mais quels besoins en formation on va avoir tout à chacun. Et donc ça, c'est une partie très prospective, mais qui peut aussi permettre de répondre à certaines interrogations qu'on a eues, notamment ce matin, lors du premier webinaire, sur le fait que les archivistes vont-ils disparaître avec l'IA, ce qui au sein du CA, on a des doutes là-dessus, mais à creuser, à vérifier et voir les évolutions en fait de notre métier avec ce nouvel outil qui succède à plein d'autres évolutions que notre métier a vécu à travers le temps, le temps long des archives. Voilà, donc pour ça, c'est ouvert à tous les adhérents.
C'est un rattachement donc à ma vice-présidence normalisation pour l'instant. Et donc, ce que je propose à tous, c'est de s'inscrire via un sondage pour indiquer si vous souhaitez participer, quels axes vous intéressent le plus. Dans un monde idéal, identifier un créneau pour une première réunion en octobre. Et en fonction du nombre de personnes dont sera composé le GT, une éventuelle répartition en sous-groupes et le rythme d'à peu près une réunion plénière par mois. Voilà, en fonction des livrables qu'on se sera fixés collectivement. Voilà, et je crois qu'il reste une slide voilà, sur les livrables qu'on avait envisagés par rapport aux axes que je viens de vous passer succinctement en revue. Donc voilà, il est 29. Alors, pour commencer, c'est vrai que c'est ouvert aux adhérents. Après, chaque groupe de travail peut faire appel à des experts. Donc, si vous avez une expertise en IA, donc voilà, n'hésitez pas à vous signaler aussi. On verra. En fait, tout va dépendre si on est 10 personnes ou 70, pour être très franche. Voilà. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est quand même le premier cercle, c'est tout de même les adhérents. Mais je pense que votre expertise, Octave, sera très utile. Moi, je vous connais pas du tout, donc c'est pour ça je réponds. Donc, n'hésitez pas à vous signaler, adhérent ou non. Et voilà. Donc, est-ce que il y aurait d'autres questions? Il se fait tard. Il se fait tard, il est 30. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les transmettre. Et on verra comment on peut s'en saisir le GT et quelle réponse le GT pourra éventuellement apporter ou pas, parce que peut-être qu'il y aura des sujets sur lesquels on sont totalement incompétents, ce qui n'est pas exclu non plus, vu la thématique. Mais voilà, engagez-vous, comme il disait. Plus on sera nombreux avec chacun nos différentes compétences, mieux on pourra avancer tous ensemble. Voilà. Toi, un dernier mot peut-être Merci à tous pour votre présence. Et puis, il n'y a plus qu'à travailler. Et on vous attend nombreux pour travailler sur le sujet. Merci à vous. Bonne soirée. Beaucoup.